Tiens, où est passée Virginie? Ah oui, autant pour moi, le mois de janvier, c'est pour elle l'occasion de prendre une petite pause et de se réchauffer. Parce que Desjardins, en 2024, elle en a parcouru. Et par tous les temps. Allez, on fait un petit topo. Nous avons pu nous intéresser à une multitude de thématiques. La biodiversité, l'irrigation, les arbres, les batraciens, la protection de son jardin, bref. Regardez, voici un petit condensé de toutes ces belles rencontres. Dominique, nous sommes ici au cœur de ton jardin, qui est un vrai petit bijou. Il y a tellement de choses à observer, à découvrir, c'est absolument magnifique. Comment tu as développé cet espace au fil du temps ? Alors, au fil du temps, on a d'abord paré en urgence par rapport aux écoulements des eaux, des terrains, donc des pâtures et tout, pour éviter d'avoir de l'eau à la maison, puisque le terrain est fort pentu. Tu veux dire des inondations? Ah quoi. Oui. Le ruissellement d'eau est vraiment catastrophique chez nous et tout dans la rue. Donc, et il fallait trouver une solution. Faire des massifs très très denses, avec une végétation très dense au sol, avec un enracinement superficiel, mais alors surtout qu'il ne soit pas structuré, tu vois, qu'il ne soit pas comme les jardins, je veux dire, modernes. Vraiment sinueux, où l'eau, quand elle arrive, elle est obligée de filer à gauche et à droite. Elle n'a pas un guide qui l'amène vers la maison. Parce qu'il y a des arbres qui vont s'enraciner plus profondément dans le sol, il y a des plantes couvre-sol qui sont plus superficielles, et donc tous ces petits îlots sont autant de freins finalement pour l'eau. Ah oui, tout à fait. Elle va pouvoir s'infiltrer. C'est vraiment ça la technique. Parce que bien souvent, on pense que les plantes sauvages, on dit les mauvaises herbes. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Les plantes sauvages, la plupart, je veux dire, ont des racines vraiment superficielles. Donc ça, c'est vraiment déjà un grand frein. On a laissé aussi certains arbres pousser. Bon, c'est pas un choix de l'essence de l'arbre, mais c'est son utilité. Et alors, quand il a un beau déploiement et tout, quand on voit l'ombre qu'il met au parterre... Donc en fait, tu utilises ce que propose la nature aussi pour t'adapter petit à petit à ces changements climatiques. Dans un sens, précipitation, mais aussi lutte contre les canicules et la sécheresse. Mais en fait, oui, je m'adapte à elle et en fait, je suis attentif à ce qu'elle m'offre. Il y a quelque chose qui est frappant en hiver, comme les arbres ont perdu leur feuillage, on peut distinguer beaucoup mieux leur structure, leur silhouette. C'est assez graphique d'ailleurs. On peut les connaître, parce que quand on les voit comme ça, on peut se dire, on peut les reconnaître, et puis on peut se dire aussi, tiens, quelle est sa vie? L'arbre fait voir son temps, c'est vraiment ça, c'est toute une histoire qui est écrite. Et on peut voir aussi sa maturité sexuelle, où est-ce qu'il en est dans sa vie là-dessus. D'accord. Même parfois son état de santé, là parfois il a besoin des feuilles, mais ça dépend. Et toi, en fait, les arbres, tu les regardes aussi avec ton cœur, Sébastien? Non, d'abord avec mes yeux. Oui, ça je sais, mais tu as une approche quand même aussi un peu différente de l'art contemplatif, un peu artistique aussi. Ah oui, plutôt de l'observation. Alors c'est artistique si tu veux, mais regarde, j'ai justement... Par hasard, en fait, j'ai tout le temps avec moi et là, je dessine ce qui se passe dans la forêt, ce qu'on voit. C'est beau. Alors, il y a toujours des histoires d'arbres, il y a toujours bien un sanglier ou un écureuil qui traîne. Magnifique, c'est vraiment un carnet de terrain qui permet d'amasser toutes tes connaissances. Le hasard fait bien des choses. Ce matin, je ne sais pas pourquoi. Tu t'es dit? Je me suis dit, tiens, je prendrais bien un deuxième carnet. Tiens. Allez, hop, au travail. Quelle coïncidence. Et ça tombe bien, j'ai pris ici un... Oh là là, carrément. Allez, choisissez votre arme. Le matériel. Et je te propose de faire sa connaissance. Oh oui, c'est une bonne idée. Il est tellement beau. Bon, par contre, on va devoir prendre du recul, parce que pour le reconnaître, d'ici, ça va pas aller. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la forêt où les batraciens passent tout l'hiver, et puis en face de la route, un lieu où ils vont aller se reproduire. C'est ça qui fait vraiment l'intérêt de ce lieu. Évidemment, ces traversées sont très périlleuses. Du coup, vous, avec votre section ici, vous avez mis en place une opération de sauvetage. C'est ça. Tous les soirs, il y a des bénévoles qui viennent avec leur seau et leur lampe torche et qui font l'aller-retour sur la route pour ramasser les batraciens en migration. Alors, on voit ici tout un dispositif que vous avez mis en place. Comment ça fonctionne? À quoi ça sert toutes ces bâches? C'est des bâches plus ou moins de 45 cm de haut. Et en fait, ils empêchent les batraciens de sauter au-dessus. Donc ils vont s'arrêter encore au niveau de la forêt ou ici du trottoir. Et ils vont tomber dans des pièges de capture qui sont des seaux disposés tous les 2 à 5 mètres le long de la bâche. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis ce panneau à la fin pour sensibiliser les gens juste sur les espèces qui passent. Et on change le nombre d'individus qui passent tous les jours pour que ce soit un peu plus ludique et communicatif. Ça c'est le nombre récolté ce matin, alors sauvé ce matin. C'est ça, c'est le dernier chiffre actuel. Donc j'espère que ce soir, on pourra passer et approcher les 500. Regarde Antoine, je crois qu'on a quelque chose là. Ah ouais, même 2 j'ai l'impression. Des tritons. Je vais la prendre délicatement.
Vas-y. Enfin, je dis là parce que je suppose que c'est une femelle, mais tu me confirmeras. Oui, je te confirme, c'est une femelle. Elle a un gros ventre. Plein d'œufs. Plein d'œufs. Ouais, elle va bientôt aller pondre, là, dès qu'on la relâchera de l'autre côté. C'est un triton alpestre, ça, c'est ça? C'est ça. Alors le mâle aurait une grosse crinière bien jaune sur le dos, alors que la femelle, pas. Du coup, elle est un peu plus terne sur le dos. Mais le ventre est vraiment bien orange. C'est bien caractéristique. On prend conscience de plus en plus de l'impact que le chat peut avoir dans nos jardins. C'est un prédateur. C'est malheureusement un prédateur, même si on l'aime beaucoup. Voilà, oui, parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas du tout de faire le procès du chat, qui accompagne l'humain depuis des milliers d'années. On les aime beaucoup, nos matous. Mais par contre, Natalia, est-ce qu'on peut mettre des choses en place pour favoriser justement une meilleure cohabitation entre le chat et les espèces sauvages? Oui, tout à fait. La cohabitation avec le chat est vraiment possible grâce à l'aménagement du jardin, comme par exemple l'installation de haies. Ici, derrière, on a vraiment du houx, de l'aubépine. Ça, c'est vraiment des refuges naturels qui sont idéaux pour les oiseaux. Oui, parce que ce sont des essences munies de piquants. Oui. Et donc, ça va créer une haie défensive dans laquelle l'oiseau va aller faire son nid et le chat ne pourra pas y pénétrer. Donc, effectivement, c'est assez simple et très efficace. Ici, on est vraiment juste à côté d'un tas de bois qui est bien recouvert par le lierre. Ça, c'est vraiment idéal pour tout ce qui est amphibien. Surtout, donc tout ce qui est triton, orvet, grenouille, ça, c'est vraiment un lieu idéal pour pouvoir les protéger de nos matous. Ça, ce sont les aménagements qu'on peut réaliser, mais il y a aussi un gros travail de prévention à faire en tant que propriétaire du chat. Et la première chose à faire, c'est peut-être de le stériliser. La stérilisation, c'est une obligation légale depuis 2017 en Wallonie et 2018 à Bruxelles. Mais c'est vraiment, ça aide pour réduire la pression sur la faune sauvage. Mais il y a encore plein d'autres choses. Ne pas abandonner son chat. En ville, il y a énormément de chats abandonnés. Et là, c'est vraiment des chats qui vont chasser pour leur survie, quoi. Oui, c'est ça. Et effectivement, prendre un animal domestique, c'est un choix qui doit être réfléchi. Réfléchi et on peut à la fois l'alimenter bien, mais il y a aussi beaucoup de jeux à faire. Parce qu'un chat, c'est pas quelque chose qu'on prend et qu'on laisse dehors pendant toute la journée. On peut l'animer, le stimuler. Ça va lui permettre de vraiment répondre à son besoin de chasseur naturel et réduire son impact sur la faune sauvage. Comment ça t'est venu, en fait, cette envie d'étudier des espèces aussi spéciales, finalement, que les limaces et les escargots? Je pense que ce qui m'a fait le déclic, c'est une scène dans un film, une scène d'amour entre deux escargots de Bourgogne qui étaient magnifiés et qui m'a marqué. Mais après ça, je dois avouer que j'ai un peu oublié la question. Et je m'y suis remis un jour après m'être intéressé énormément aux oiseaux. Mais avec beaucoup de difficultés parce que les guides sont très compliqués à utiliser parce que c'est un groupe qui est pas assez étudié. Donc les critères sont plutôt donnés pour les scientifiques et pas pour un naturaliste de terrain, je vais dire. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, ce sont des animaux qu'on croise au quotidien, mais qu'on ne connaît pas. Alors les escargots ont des coquilles, les limaces n'en ont pas. Exactement. Ce sont deux groupes différents alors? Non, pas du tout. En fait, ce sont les gastéropodes de manière générale. Dans une même famille, on peut trouver des individus qui ont des coquilles, donc on va appeler escargots, et des individus qui n'en ont pas. Gastéropode, ça veut dire gasté le ventre et pod le pied, c'est le ventre-pied. Voilà, exactement. Donc ces espèces se déplacent sur leur ventre ou sur leurs pieds, c'est selon. Avec une bave. Voilà, en excrétant ce qu'on appelle du mucus, une bave qui leur permet de coller à ce support. Et donc, si tout à l'heure on décide de repartir avec le bois, voilà. Il partira avec nous. Voilà, où il se met sur une autre espèce. Tout à fait. C'est comme ça qu'ils ont voyagé. On a même montré que certaines espèces ont atteint certaines îles accrochées à des oiseaux. C'est dingue. Donc c'est un truc complètement fou. C'est génial. Alors, ce sont des animaux qui ont un rôle hyper important dans la nature, parce qu'on ne les aime pas trop, mais en fait, on ne connaît pas le rôle d'éboueur. Exactement. Ils vont décomposer les déchets, les excréments, les bois, etc. Voilà, donc toute la matière organique est progressivement décomposée par les champignons, les cloportes, d'autres petites bêtes du sol et notamment les gastéropodes. Génial. Alors c'est pas un jardin comme les autres ici. C'est un jardin qui est avant tout au service de la santé des gens en fait. Notre objectif c'est que les gens se sentent mieux, aillent mieux après une expérience dans la nature. Et pour ça on va utiliser plein de médiums différents. Et donc par exemple, tu vois là on a fait de la création artistique naturelle, quoi. Et donc c'est vivant, les gens viennent pour créer des choses. Et donc dès qu'ils touchent la nature, nous on est contents. Notre pratique, elle est juste pour les personnes en fait qui sont défavorisées sur le plan socio-économique et qui ont des fragilités mentales. Donc on est beaucoup avec des personnes qui sont en réinsertion, en arrêt maladie, en épuisement. Et donc nous on dit que la nature, elle
En fait, on soigne les gens par la nature et on soigne la nature par les gens, quoi. Oh, c'est beau ça. Donc du coup, on est dans un double mouvement. C'est génial de se rendre compte que des personnes qui sont fragilisées vont parfois vraiment s'intéresser très fort à une plante et vraiment la soigner très très fort, quoi. Et en fait, c'est ce soin qui soigne, quoi. Monica, tu nous emmènes au cœur du jardin de Martine. Martine qui est bénévole au Créavès du Bois des Rêves, une spécialiste d'hérissons. Donc le hérisson a besoin de pas mal de place, donc il peut marcher de 1 km à 4 km par nuit. Ah oui, quand même. Oui, oui. Et leur territoire peut faire plusieurs hectares. En général, on dit jusqu'à 30 hectares pour un mâle. Donc voilà, oui. Donc vraiment des jardins clôturés, etc. Ça va l'obliger à passer par la route. Et il aura aussi du mal à trouver à manger, à trouver de quoi faire son nid, parce qu'il a besoin de brindilles, de feuilles mortes. Donc en cloisonnant son territoire, on lui rend vraiment la vie difficile. Et on voit que Martine, elle a fait des petits trous un peu partout dans ses grillages pour lui permettre de passer justement. Oui, Martine a aménagé un jardin 5 étoiles pour le hérisson. Donc effectivement, elle a créé pas mal de gîtes avec des petites boîtes en bois qui sont recouvertes de branchages et de feuilles pour qu'il puisse se protéger à l'intérieur. Mais bon, le hérisson est un grand indépendant d'esprit, donc il a fait son petit nid ici et on est à peine 1 mètre d'un nid que Martine avait créé. Oh, quel ingrat! Oui. Et donc ce petit nid tout douillet, bien isolé, dans lequel il va passer l'hiver alors? Tout à fait, voilà. Comme Pierre vient de me le dire, vous avez déjà vu des libellules? Alors les œufs de libellule, on va les retrouver sur, c'est quoi ça Dimitri? Une feuille. Mais on pourrait les retrouver en dessous, au-dessus, j'ai dit dans l'eau ou hors de l'eau. Je les ai quittés, ils sont encore en train de faire l'atelier sur la libellule, c'est vraiment super intéressant. Et alors ils m'ont proposé qu'on échange les rôles, c'est-à-dire qu'ils vont m'interviewer. On va voir ce que ça donne. Vas-y, ouais, ça tourne. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Virginie. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je découvre la réserve naturelle avec vous tous, votre groupe, pour parler de Nature pour tous et de votre projet. Mais la nature. J'adore la nature. J'ai vraiment besoin d'être beaucoup dans la nature, de la connaître. Et toi, tu aimes la nature? Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien dans la nature? Les oiseaux. Les oiseaux? Ah, moi aussi, j'aime beaucoup les oiseaux. Tu aimes bien aller dans les jardins? Oui. Bah alors, tu dois regarder l'émission. Merci. Et en plus, tu vas être dedans dans l'émission. Oui, merci. C'était ça aussi, Entrée c'est ouvert en 2024, de beaux moments de partage. Le partage du savoir aussi, avec notre ami Georges, toujours là, pour nous donner de précieux conseils. Georges, en quelques minutes, ça donne ceci. Accrochez-vous, ça va très très vite. Là, ça c'est du haricot nain mange-tout. Donc eux n'ont pas besoin de support? Non, un nain n'a pas besoin de support. Ok. Ceux-ci sont d'haricots à perche. Donc eux, on va les faire grimper. Oui, mais en grains. Celui-là, ben, c'est un haricot à perche également. Et puis celui-ci, c'est un haricot à perche, mais du type sabre, mange-tout. Donc la grosse différence, c'est que le mange-tout, on va le manger avec la gousse, comme on peut le manger en grains. Donc l'haricot grain, à l'intérieur, il y a une membrane qui est difficile à digérer. Raison pour laquelle on va le laisser mûrir. Et une fois qu'il sera bien sec, on va l'écorcer. Facilité de conservation, parce qu'il n'y a aucun problème. Et on va pouvoir le manger en grains cuits, bien sûr, par la suite. C'est ça. Mais tu n'es pas le seul à apprécier l'haricot. Non, généralement, les oiseaux viennent aussi picorer dans ce que j'ai semé. Alors là, ben, j'ai un petit truc. Et pour ça, j'ai besoin de quelques gouttes de lait, du poivre. Alors le lait va coller le poivre sur les grains. Ça effraie qui, ça, alors? Ben, les oiseaux. Tous les oiseaux? Ben oui, comme c'est poivré, ça pique au bec, évidemment. Donc, ils s'en vont plus loin. Et donc, pour les haricots nains, Georges, comment tu procèdes? Mais je fais un sillon de dizaines de centimètres de profondeur, mais un petit peu moins, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et là-dedans, on va semer nos haricots, un grain tous les 10 cm environ. Bon, ben je sème alors, hein, Georges? Oui, vas-y. Tous les 10 cm. Bon, ben, comme vous le voyez, on est très occupés. Alors, la culture des haricots n'est pas bien compliquée. À vous de jouer. Quel est le réflexe à avoir, Georges, quand on a affaire à un nid chez soi? De l'observer, mais une fois qu'il arrive à la taille d'un pamplemousse, là, il faut prévenir le service environnement qu'on vient de l'enlever. Très bien. Alors attention à ne pas confondre le frelon asiatique du frelon européen, qui lui est très important. Donc, comme on l'a distingué, ce n'est pas difficile. Notre frelon indigène, il est jaune. Il fait plus ou moins 30 mm de longueur. Le frelon asiatique, il est noir avec des poils jaunes, oui, et il ne fait que 25 mm de longueur. Quel est son rôle au frelon chez nous? Bien, le frelon, c'est comme les guêpes, ce sont des carnivores, donc ils vont consommer des insectes. La différence, c'est que l'asiatique, comme c'est une population énorme,
Et il leur faut énormément de nourriture, donc ils s'attaquent aux ruches, puisque là, ils ont le garde-manger à portée de main. Oui, c'est ça. Donc c'est une espèce qui est devenue invasive, qui a été introduite chez nous en 2016 déjà. Oui. Une des solutions, c'est d'installer des pièges. Oui, c'est une pièce avec 2 entrées. C'est deux espèces d'entonnoirs trapézoïdaux qui ont des ouvertures qui permettent aux insectes butineurs ou autres de sortir. Mais le frelon asiatique, lui, il sait rentrer, mais il ne sait pas sortir. Et notre frelon est trop gros, il ne sait pas entrer. Ah oui, donc c'est vraiment un piège très sélectif. Il est très sélectif. Et ils ont quel âge, ces petits poireaux? Ils ont été semés quand? Oh, il y a bien 3 mois, c'est pas plus qu'ils ont été semés. Ça pousse très lentement, donc il faut les semer tôt pour pouvoir les repiquer maintenant. D'accord, et donc on va les repiquer ici, là, ici, au potager. Il y a eu des pommes de terre avant, donc c'est une pomme de terre pour les repiquer. D'accord. Mais avant de les repiquer, il faut d'abord les préparer. C'est-à-dire, raconte. C'est-à-dire qu'on va recouper les racines à plus ou moins 2 cm. Ça facilite la reprise. Et les feuilles aussi. Les extrémités des feuilles. Tu aurais pu prévoir un deuxième couteau, je t'aurais aidé. Attends, si ce n'est que ça, j'en ai un en poche. Il y a toujours du travail pour moi, Georges, c'est bien. Et donc, une fois qu'on aura fait ça... On va faire la tranchée. Oui. Tiens, voilà. Merci. Les tranchées, donc creuser un sillon. Une tranchée, je creuse un sillon. Oui. Je fais le trou dans le fond du sillon. Oui. On y repique les poireaux. Et puis on arrose et le tour est joué. Alors il y a ce fameux purin d'ortie, tu le verses simplement dans le sillon. Oui, pour remplir le sillon. Dilué. Pourquoi du purin d'ortie? Oui, il est dilué au 20e, donc 1 demi-litre pour 10 litres d'eau. Étant donné que le poireau est un légume gourmand en azote, eh bien ça lui fait un petit coup pour démarrer. Ok, alors on place les poireaux dans les trous et puis il ne restera plus qu'à arroser. Voilà, et c'est terminé. C'est terminé. Ben, comme quoi, encore une fois, une culture encore simple que celle du poireau. N'hésitez pas à vous y mettre. Merci à toi, Georges, d'être toujours là pour nos téléspectateurs. Merci aussi à toi, François. Dans un autre style, tu nous amènes quelques bons tuyaux pour que les choses au jardin aillent parfois un poil plus vite que de nature. Des activateurs, des engrais, bref, tu as toujours quelque chose à nous proposer. On peut te retrouver au jardin d'ornement, au potager aussi. Et tu es toujours bien équipé, avec des outils parfois sur lesquels on ne sait pas mettre un nom. Vivement te retrouver en février. Entrée, c'est ouvert. Cette année, c'était aussi une histoire de découverte. N'est-ce pas, Virginie? Chaque mois, tu t'efforces de nous proposer des choses originales, des choses reproductibles à la maison, dans l'idée de toujours plus apprivoiser quelque part la nature qui nous entoure. Contrairement à ce qu'on pense, durant la nuit, le jardin est loin d'être totalement endormi. Quantité de petits êtres se réveillent, partent en chasse, ils cherchent l'amour, cherchent des abris, etc. C'est toute une vie qui foisonne à l'abri de nos regards. Et moi, j'aime bien partir à la découverte de ce monde nocturne en plaçant de temps en temps une petite caméra sur un arbre du jardin. Voilà, j'ai positionné mon piège photo dans un endroit stratégique puisqu'en face de moi, il y a une petite prairie de hautes herbes et je soupçonne certains petits mammifères de venir rôder par là durant la nuit. Je l'enclenche et voilà, je reviendrai demain matin pour voir qui est passé par là. Bon, ben on va voir qui est passé par là cette nuit. Oh, on a eu du monde. Ce que je vous propose, c'est d'aller nous mettre bien au chaud et découvrir tout ça de plus près. Regardez-moi ça, une famille de blaireaux. Ils sont 4. Les blaireaux ont une vie sociale très riche en fait, ils vivent vraiment en tribu. Ils viennent chasser le lombric au jardin. Un individu peut manger jusqu'à 200 vers de terre en une nuit. C'est dire si c'est un animal important dans la vie de nos espaces verts et il faut leur laisser une place. La première idée fausse, c'est que l'araignée ne servirait à rien. Dans la nature, chaque espèce joue un rôle fondamental. Saviez-vous que par exemple, dans une prairie d'1 hectare, les araignées dévorent 400 millions d'insectes par an. C'est donc une régulatrice indispensable dans la nature. Les araignées sont sales et elles aiment la crasse. Voilà une deuxième fausse croyance. Car si elles fréquentent nos caves et nos greniers, c'est pour y trouver de la tranquillité et non de la saleté. Elles sont même victimes de toutes nos poussières qui s'accumulent sur leur toile, sur le fil de déplacement. L'araignée passe même beaucoup de temps à se nettoyer.
Une autre fausse idée serait que durant la nuit, elles viennent nous piquer. C'est vrai qu'on n'aime pas trop les voir se balader sur notre plafond et pourtant, nous ne faisons pas du tout partie de leur régime alimentaire. Si elles devaient venir planter ses crochets dans notre peau, ce serait uniquement par légitime défense et encore, la plupart d'entre elles ont des crocs beaucoup trop petits pour ça. Et puis, on dit aussi que l'araignée pondrait sous notre peau. Là encore, c'est tout à fait faux puisqu'elle va déposer ses œufs sur un support et les emballer dans un fil de soie. Enfin, la croyance selon laquelle toutes les araignées seraient venimeuses et donc dangereuses n'est pas tout à fait fondée non plus. C'est vrai que les araignées produisent du venin, elles s'en servent pour tuer les insectes et les autres araignées qui se retrouvent après inertes dans les toiles, mais sur les 50 300 espèces qu'on connaît dans ce monde, seules une centaine sont potentiellement dangereuses pour l'homme. Et sous nos latitudes, le risque est inexistant. La première chose à faire est d'aménager un espace adapté aux besoins de nos cocottes. Vous délimitez un morceau de pré enherbé avec une clôture et vous y plantez quelques arbres pour permettre aux poules de se mettre à l'ombre en cas de chaleur. Alors c'est important d'avoir une surface d'environ 10 mètres carrés par poule parce que ce sont des animaux qui ont besoin de se dégourdir les pattes et qui aiment bien aussi aller gratouiller l'herbe un peu partout. La deuxième chose à mettre en place, c'est un abri évidemment, ce fameux poulailler dans lequel les poules iront pondre, mais où elles pourront aussi se protéger du froid, de l'humidité, de la chaleur et surtout des prédateurs une fois la nuit tombée. Très important, dans un poulailler, il faut toujours prévoir un pondoir, un perchoir, un abreuvoir et une mangeoire. Pour sécuriser au mieux ce dispositif, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé une porte automatique qui va se fermer systématiquement chaque soir, une fois que les poules seront rentrées chez elles. Ça évite des attaques nocturnes par des renards ou des fouines par exemple. Alors attention, on habite à la campagne, donc ce genre d'incident fait partie du jeu, j'ai envie de dire. C'est arrivé déjà que l'un ou l'autre goupil nous vole l'une de nos cocottes, mais voilà, on accepte cette situation puisqu'on n'est pas les seuls à vivre dans cet environnement et ces animaux ont aussi leur utilité dans la nature. L'avantage avec les poules, c'est qu'elles sont omnivores. Elles mangent de tout, y compris les restes de nos repas, les épluchures des fruits, des légumes, etc. Ce qui permet d'alléger considérablement notre poubelle. Mais attention, ça ne suffit pas de leur donner nos déchets organiques. Il faut aussi compléter leur alimentation avec des graines pour qu'elles aient une nourriture complète, riche en oligo-éléments, en vitamines, etc. Et vous entendez, elle est plutôt d'accord avec moi. Je vous propose de commencer avec un soin pour freiner les saignements de nez à base d'ortie. Alors on cueille simplement quelques feuilles fraîches d'ortie, cueillez-les par l'arrière de la feuille parce que ce n'est pas urticant. Et puis vous faites simplement une boule et vous allez malaxer les feuilles. Vous allez ainsi obtenir une sorte de jus que vous allez tout simplement mettre sur un petit morceau de mouchoir ou une compresse. Et vous venez simplement l'appliquer dans la narine et laisser agir quelques instants. Le deuxième petit soin que je vous propose est à partir de violettes odorantes. Alors vous partez des fleurs de violettes, fraîches ou séchées, c'est même mieux séché. Cette petite fleur a des vertus antitussives, on l'utilise en cas d'angine, de maux de gorge, d'affection respiratoire. On met simplement une petite poignée de fleurs dans un filtraté et on verse de l'eau frémissante en laissant infuser à peu près 3 minutes. Et puis voilà, vous buvez cette petite tisane qui en plus sera assez jolie avec cette petite note florale. Le troisième soin se fait à partir d'Achillée millefeuille, une plante qui fait des très jolies fleurs blanches. Et la feuille a des vertus cicatrisantes et décongestionnantes, donc on peut l'appliquer en compresse, on fait une sorte de cataplasme pour soigner les coups, les blessures, les petits bobos des enfants notamment, etc. Et là aussi, tout simplement, on malaxe la feuille assez longtemps. Et on va venir simplement poser la plante sur la blessure ou le petit coup, éventuellement mettre une compresse au-dessus si nécessaire, et vous laisser agir aussi quelques instants. Comme quoi finalement le jardin est une vraie pharmacopée et ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Alors, qui a essayé de reproduire l'un ou l'autre de ces bons plans à la maison ? N'hésitez pas à nous partager votre histoire via les réseaux sociaux par exemple, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci 1000 fois pour votre confiance. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une nouvelle année riche en apprentissage, riche en découvertes, riche en moments nature. De notre côté, en 2025, on continue l'aventure. Entrez, c'est ouvert, qu'elle soit encore plus riche qu'en 2024. Je vous laisse avec quelques images qu'on avait gardées pour nous jusqu'à aujourd'hui, mais comme le ridicule ne tue pas, paraît-il. Allez, à bientôt. Ça tourne, clap. Bien, on peut prendre un premier exemple, comme par exemple l'hôtel à insectes. Salut Georges. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Bien, toi? Ça va? Tu veux me donner un coup de main? Pas de problème, on y va. Allez, on y va. Et tu peux la Il faut suivre. pas si vite.
Bon, c'est vrai que toi, la nature, tu l'observes un peu partout. Hein. Tu te balades en Belgique et même plus loin. Tu voyages beaucoup pour ça. Bon, Georges. Bonjour, Victoria. Le printemps est... Victoria Vivi, c'est l'ennemi de tout dans mon ancienne qui s'appelle aussi Virginie. Tu peux m'appeler Vivi si tu veux. Eh bien, à Natagora, on a l'habitude de pâturer dans certaines de nos réserves pour maintenir les... C'est pas vous qui pâturez. Donc la taille va accélérer. Non, la taille va freiner la tendance. Freiner la taille. Attends, je recommence. Reprends la taille. Ouais, c'était un peu plus clair. Et vous venez le mettre dans la narine et vous laissez quelques instants agir. Quand vous utilisez des... On va planter des choux. C'est la pleine saison. Non, pardon. Ah oui, tu peux chanter. Je voulais chanter, Georges. Je te laisse chanter alors. Tourne. Il va coller. Donc si je reprends le bois ici avec la limace qui est en train de se déplacer, je peux faire ça. Oui. Il n'y a pas de pas. Ça, c'est l'effet des mots, évidemment. Elle n'était pas assez attachée. C'est qu'on est en présence d'un sol... Bon, Georges, cette petite mission... Ça va quand je prends le pot, c'est pas bizarre? Non, c'est bien. Au contraire, au moins tu fais quelque chose. Tout à fait, on a la chance en Entreprendre-Bremeuse d'avoir une des régions de Belgique où on a... C'est bien ça. Oh là là, quatrième partie, deuxième prise. Et les vacances approchent, heureusement. Profitez-en bien durant tout l'automne et bien nous, je vais refaire la fin. Que j'ai récolté l'année dernière lors de la fauche du jardin, que j'ai laissé sécher. Regarde la caméra. Regarde bien. Sourire. On est content. T'es content, hein? Ah oui, fier. Ah oui, fier.